prendre le contrôle des bâtiments de l'administration régionale. Ça, c'était ce matin. Déjà, le drapeau russe est suspendu au-dessus de ces bâtiments de l'administration régionale et pas seulement à Donetsk. En réalité, je pense que la population de ces régions est assez divisée. Certains se méfient du nouveau gouvernement à Kiev, disant que ce gouvernement est trop nationaliste, trop ukrainophone et ne respectera pas les droits des russophones. Beaucoup, en revanche, se méfient plutôt de Vladimir Poutine. Beaucoup d'Ukrainiens pensent que c'est la Russie qui essaie de fomenter et d'encourager les pro-russes dans les régions de l'Est et le Sud de l'Ukraine assez artificiellement. Voilà, inquiétude qui semble a priori se confirmer. Des troupes ont pris d'assaut tout à l'heure l'administration régionale de Donetsk. En ce début de semaine, l'activité diplomatique a donc redoublé d'intensité. Les ministres européens des Affaires étrangères sont actuellement réunis à Bruxelles, réunion d'urgence pour tenter de s'entendre sur une position commune à adopter entre partisans d'une ligne dure et tenants d'un dialogue. La communauté internationale est actuellement profondément divisée. Ban Ki-moon également recevait tout à l'heure Sergueï Lavrov à Genève. Je vous propose d'écouter le ministre russe des Affaires étrangères. Je vous le répète, il s'agit de défendre nos citoyens, nos compatriotes, défendre un droit humain fondamental, le droit de vivre. Ceux qui décrivent la situation en parlant d'actes d'agression et qui nous menacent de sanctions et de boycotts sont les mêmes partenaires qui ont toujours encouragé les forces politiques qui leur sont proches à poser un ultimatum, à refuser le dialogue et à ignorer le sort des régions au sud et à l'est de l'Ukraine, entraînant au final la polarisation de la société ukrainienne. Voilà, elle est notée cette réaction tout à l'heure de Sergueï Lavrov après les récentes déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry au sujet de l'Ukraine. Elles étaient assorties de menaces, des propos inacceptables donc selon Sergueï Lavrov. Vous regardez France 24, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. La situation semble donc bouger à nouveau en Ukraine. L'Est du pays a vu tout à l'heure débarquer de nouveaux blindés, des troupes pro-russes qui se seraient emparées de nouveaux sites stratégiques en Crimée. Johan Bodin, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Crimée. Vous vous trouvez sur la base de Barchiseraï, à 40 km au sud de Simferopol, en direction de Sébastopol, les deux principales villes de Crimée. On annonce depuis ce matin de nouveaux mouvements de troupes au sol. Quelle réalité du terrain pouvez-vous nous décrire ? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la neutralisation des bases ukrainiennes en Crimée se poursuit. Une à une, elles sont encerclées, toujours avec le même scénario. Des hommes en uniforme, armés, sans insigne, mais se disant pro-russes, venus ici pour défendre les citoyens russes de Crimée, encerclent ces bases ukrainiennes. Alors, je suis devant la base ukrainienne de Barchiseraï. C'est une base sensible, puisque ici, c'est une base dont les soldats ici sont censés lutter contre la guerre chimique et bactériologique. Ici, c'est un peu tendu. Les chargeurs sont enclenchés entre les soldats des deux côtés de la barrière que vous voyez derrière moi. Mais aucune action violente, pour l'instant, depuis ce matin, n'a été engagée. Il y a une négociation et cette négociation se déroule entre un officier russe et un commandant ukrainien. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette armée ukrainienne qui compte 15 000 hommes ici en Crimée semble totalement clouée dans ses casernes. Elle a perdu presque toute possibilité d'action. Elle garde ses armes, mais est cantonnée dans ses casernes. Voilà, vous dire qui semble confirmer cette information qu'on apprend à l'instant, Johan. La flotte russe aurait sommé les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures GMT. C'est une information de l'agence Interfax qui cite une source proche du ministère ukrainien de la Défense. Johan, les Russes qui ont enregistré par ailleurs un nouveau coup ces dernières heures en s'emparant du terminal cargo de Kerch, un point stratégique. Oui, effectivement, puisque Kerch est un point important. C'est un canal qui relie la Russie avec l'est de la Crimée. Il y a ici un terminal cargo essentiel, stratégique. Et il y a quelques heures, les forces pro-russes ont
ont du moins entouré ce cargo, ce terminal cargo. Il faut savoir que désormais quasiment la totalité du territoire de Crimée est donc passée sous contrôle des forces pro-ukrainiennes. Le sud, Sébastopol, c'est acquis. Le centre désormais, c'est en cours. L'est, c'est en cours. Le nord est sous le contrôle des forces, des milices pro-russes. Yohann Bodin en direct donc de Crimée, vous l'aurez compris, hein, le ton est donc loin de s'apaiser avec cet ultimatum donc que l'on vient d'apprendre. La flotte russe qui somme les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures heure GMT. Dans le reste du pays, les populations russophones semblent s'appuyer sur ces dernières avancées pour faire entendre leur voix. À Donetsk notamment, 300 manifestants pro-russes ont pris tout à l'heure d'assaut l'administration régionale. Cette ville de l'Est de l'Ukraine est aussi le fief du président déchu Viktor Yanukovych. Des derniers rebondissements alors que l'activité diplomatique a redoublé d'intensité aujourd'hui. Les ministres européens des Affaires étrangères sont actuellement réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur une position commune à adopter. Entre partisans d'une ligne dure et tenants d'un dialogue, la communauté internationale est profondément divisée. Ban Ki-moon également a lui aussi reçu tout à l'heure la partie russe, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qu'on écoute tout de suite. Je vous le répète, il s'agit de défendre nos citoyens, nos compatriotes, défendre un droit humain fondamental, le droit de vivre. Ceux qui décrivent la situation en parlant d'actes d'agression et qui nous menacent de sanctions et de boycotts sont les mêmes partenaires qui ont toujours encouragé les forces politiques qui leur sont proches à poser un ultimatum, à refuser le dialogue et à ignorer le sort des régions au sud et à l'est de l'Ukraine, entraînant au final la polarisation de la société ukrainienne. Et Sergueï Lavrov qui est par ailleurs revenu sur les récentes déclarations du secrétaire d'État américain. Les menaces de John Kerry sont inacceptables, a-t-il dit. Le chef de la diplomatie américaine avait déclaré ce week-end que la Russie s'exposait à de très graves répercussions si elle persistait dans, je cite, son incroyable acte d'agression contre l'Ukraine. Vous regardez France 24, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. La situation semble donc bouger à nouveau en Ukraine. L'Est du pays a vu tout à l'heure débarquer de nouveaux blindés, des troupes pro-russes qui se seraient emparées de nouveaux sites stratégiques en Crimée. Yohann Bodin, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Crimée. Vous vous trouvez sur la base de Barchi-Serai, à 40 km au sud de Simferopol, en direction de Sébastopol, les deux principales villes de Crimée. On annonce depuis ce matin de nouveaux mouvement de troupes au sol. Quelle réalité du terrain pouvez-vous nous décrire ? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la neutralisation des bases ukrainiennes en Crimée se poursuit. Une à une, elles sont encerclées, toujours avec le même scénario. Des hommes en uniforme, armés, sans insigne, mais se disant pro-russes, venus ici pour défendre les citoyens russes de Crimée, encerclent ces bases ukrainiennes. Alors, je suis devant la base ukrainienne de Barchi-Serai. C'est une base sensible, puisque ici, c'est une base dont les soldats ici sont censés lutter contre la guerre chimique et bactériologique. Ici, c'est un peu tendu. Les chargeurs sont enclenchés entre les soldats des deux côtés de la barrière que vous voyez derrière moi. Mais aucune action violente, pour l'instant, depuis ce matin, n'a été engagée. Il y a une négociation et cette négociation se déroule entre un officier russe et un commandant ukrainien. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette armée ukrainienne qui compte 15 000 hommes ici en Crimée semble totalement clouée dans ses casernes. Elle a perdu presque toute possibilité d'action. Elle garde ses armes, mais est cantonnée dans ses casernes. Voilà, vous dire qui semble confirmer cette information qu'on apprend à l'instant. Yohann, la flotte russe aurait sommé les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures GMT. C'est une information de l'agence Interfax qui cite une source proche du ministère ukrainien de la Défense. Yohann, les Russes qui ont enregistré par ailleurs un nouveau coup ces dernières heures en s'emparant du terminal cargo de Kerch, un point stratégique. Oui, effectivement, puisque Kerch est un point important. C'est un canal qui relie la Russie avec l'est de la Crimée. Il y a ici un terminal cargo
essentiel, stratégique. Il y a quelques heures, les forces pro-russes ont du moins entouré ce cargo, ce terminal cargo. Il faut savoir que désormais, quasiment la totalité du territoire de Crimée est donc passé sous contrôle des forces pro-ukrainiennes. Le sud, Sébastopol, c'est acquis. Le centre, désormais, c'est en cours. L'est, c'est en cours. Le nord est sous le contrôle des forces, des milices pro-russes. Yoann Bodin en direct donc de Crimée, vous l'aurez compris, le ton est donc loin de s'apaiser avec cet ultimatum donc que l'on vient d'apprendre. La flotte russe qui somme les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures heure GMT. Dans le reste du pays, les populations russophones semblent s'appuyer sur ces dernières avancées pour faire entendre leur voix. À Donetsk notamment, 300 manifestants pro-russes ont pris tout à l'heure d'assaut l'administration régionale. Cette ville de l'Est de l'Ukraine est aussi le fief du président déchu Viktor Yanukovych. Des derniers rebondissements alors que l'activité diplomatique a redoublé d'intensité aujourd'hui. Les ministres européens des Affaires étrangères sont actuellement réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur une position commune à adopter. Entre partisans d'une ligne dure et tenants d'un dialogue, la communauté internationale est profondément divisée. Ban Ki-moon également a lui aussi reçu tout à l'heure la partie russe, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qu'on écoute tout de suite. Je vous le répète, il s'agit de défendre nos citoyens, nos compatriotes, défendre un droit humain fondamental, le droit de vivre. Ceux qui décrivent la situation en parlant d'actes d'agression et qui nous menacent de sanctions et de boycotts sont les mêmes partenaires qui ont toujours encouragé les forces politiques qui leur sont proches à poser un ultimatum, à refuser le dialogue et à ignorer le sort des régions au sud et à l'est de l'Ukraine, entraînant au final la polarisation de la société ukrainienne. Et Sergueï Lavrov qui est par ailleurs revenu sur les récentes déclarations du secrétaire d'État américain. Les menaces de John Kerry sont inacceptables, a-t-il dit. Le chef de la diplomatie américaine avait déclaré ce week-end que la Russie s'exposait à de très graves répercussions si elle persistait dans, je cite, son incroyable acte d'agression contre l'Ukraine. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. La situation semble donc bouger à nouveau en Ukraine. La Crimée a vu débarquer tout à l'heure de nouveaux blindés, des troupes pro-russes qui se seraient emparés de nouveaux sites stratégiques. Selon l'agence Interfax, la flotte russe somme les forces ukrainiennes de se rendre avant demain, 3 heures du matin, heure GMT, auquel cas elles feront face à un assaut armée, des rebondissements sur lesquels les militants pro-russes semblent également s'appuyer pour se faire entendre. À l'est de l'Ukraine, à Donetsk, 300 manifestants pro-russes ont pris d'assaut tout à l'heure l'administration régionale. Ce week-end, c'est Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, qui était visée. Regardez. Kharkov, deuxième ville d'Ukraine, à 600 km de Kiev, la capitale. Loin des yeux, loin du cœur. Ici, la statue de Lénine est encore debout, bien fière. Et les habitants ont organisé un camp de fortune pour protéger ce morceau de leur patrimoine. Lénine, c'est notre culture. Pendant 70 ans, on a vécu en Union soviétique et on protège notre mémoire. Parce qu'ici, comme dans tout l'est de l'Ukraine, on parle russe, on vit russe. Et le nouveau pouvoir révolutionnaire de Kiev est perçu comme une menace, rien d'autre. Dès le premier jour de ce gouvernement, ils ont provoqué les russophones à Kiev. Ils ont fait annuler la loi qui protégeait notre langue. C'est une décision contre tout l'est de l'Ukraine. Tout au long de la journée, comme un défilé, les gens se succèdent pour apporter leur soutien aux volontaires du camp retranché. Un peu d'argent pour les uns, une ration de nourriture pour les autres. On va vous en apporter tous les jours. Tenez bon, on va gagner. Samedi dernier, Kharkov a été l'objet d'affrontements parfois violents. Le gouvernorat a été pris d'assaut par des manifestants pro-russes en furie qui expulsent des partisans du nouveau pouvoir ukrainien avant de hisser le drapeau russe en haut du bâtiment. 2 jours plus tard, les policiers sont déployés massivement pour protéger les lieux. Un bâtiment vide, abandonné par toute forme d'autorité politique.
On l'a noté, cette toute dernière déclaration du président de la Douma, le Parlement russe, une intervention de l'armée russe en Ukraine n'est pas nécessaire pour le moment. Gauthier Rybinski, bonjour, vous suivez pour nous ce dossier. On semblait dire ces derniers jours, tout du moins avant le week-end, que les Russes étaient avant tout lancés dans un jeu de pression psychologique. En attendant, ces dernières heures, de nouvelles lignes rouges viennent d'être franchies avec notamment cet ultimatum lancé aux forces ukrainiennes. Oui, il s'agit pour la Russie de se placer à chaque fois qu'il y a un moment d'entente, on va dire, entre guillemets, entre la Russie et l'Occident, de se placer un cran au-dessus pour être en position de force. Un temps d'avance. Un temps d'avance, et ce qui est le cas d'ailleurs. Vladimir Poutine n'a été dépassé que par la révolution ukrainienne, mais depuis il a repris la main entièrement, et il a toujours un temps d'avance. Et donc, à partir de ce moment-là, on attend le moment où la Russie aura définitivement pris un avantage capital, déterminant, pour pouvoir éventuellement se livrer à des négociations. Et cet avantage, c'est quoi? C'est bien évidemment l'occupation de la Crimée, avec pour objectif d'en faire un protectorat ou une république indépendante que seul Moscou reconnaîtrait, mais donc de fait russifier entièrement la Crimée. Dans son discours, on s'en souvient, la semaine dernière, Viktor Yanukovych avait largement repris cette rhétorique soviétique en comparant notamment les militants pacifiques du Maïdan à des fascistes. Quelle est justement la réalité du nationalisme ukrainien aujourd'hui ? Oui, il faut essayer de mesurer la réalité du danger qu'il représente pour les russophones, puisque c'est le prétexte fourni par Vladimir Poutine pour intervenir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, un mouvement fasciste extrêmement fort en Ukraine qui était dirigé par Stepan Bandera, qui s'est livré à des exactions, qui a fondé une légion ukrainienne sous la houlette de la Wehrmacht et qui a tué des Juifs, des Polonais, des bolcheviks. Bien. Les mouvements nationalistes actuels ukrainiens ne se reconnaissent pas, ne se reprennent pas recommandent pas de ce mouvement-là. Ils sont certes nationalistes, mais on n'a pas enregistré depuis des années des exactions commises à l'encontre de russophones par des nationalistes ukrainiens. En revanche, il y a un enjeu stratégique dans cette affaire-là, c'est-à-dire que si nous, médias en général, nous surreprésentons le problème de l'extrême droite ukrainienne, cela sert un autre ultranationalisme, qui est l'ultranationalisme russe, et qui est en pleine expansion sur tous les écrans de télévision russes. Alors il y a eu, et j'en terminerai là, il y a eu quand même une erreur, on en a parlé, on vient de le voir dans le reportage, une erreur monumentale de la nouvelle direction ukrainienne qui veut abolir le statut de langue officielle pour le russe. C'est mettre en danger des populations qui ont à la fois le sentiment d'être fortes parce qu'elles sont russes et fières, et en même temps extrêmement fragiles parce que ce n'est plus Moscou qui a, en principe, le pouvoir de diriger. Et donc ça, cette mesure-là, si elle est rétro-dégradable, on peut dire, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup Gauthier pour cet éclairage. Alors, en marge de ces derniers rebondissements sur le terrain, l'activité diplomatique a redoublé d'intensité ces dernières heures. Les ministres européens des Affaires étrangères sont toujours réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur une position commune entre partisans d'une ligne dure et tenants d'un dialogue. La communauté internationale est actuellement profondément divisée. Je vous propose d'écouter tout de suite Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Il y a deux aspects. Il y a la condamnation de l'intervention russe, ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis, il y a la nécessité d'une médiation, d'un dialogue. Et la France va proposer des éléments pour un plan de sortie de crise. Et j'espère que nous allons le mettre à jour. Voilà, les Européens, France en tête, qui continuent pour l'heure à privilégier le dialogue. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces derniers rebondissements en Ukraine.